Remercions d'être venus à ce débat, nombreux, un samedi matin, dans cette grande fête de l'humanité. Donc, le débat porte sur le défi climatique. Quelle filière scientifique et industrielle nous devons construire pour réussir à faire face à ce défi climatique? Alors, ce débat est organisé par la Revue Progressiste, que vous pouvez découvrir sur ma droite. On a eu plusieurs numéros phares sur ce sujet, sur les questions des enjeux énergétiques et des enjeux climatiques, notamment des numéros sur le mix électrique, un numéro également sur le nucléaire, les faits et les controverses, et enfin un numéro consacré intégralement à l'électricité et la filière industrielle électrique. Et je voudrais remercier aussi une personne, Yves Bréchet, qui a largement contribué à faire que ce débat se fasse, puisque c'est un ami commun de Raphaël Schellenberger et de Bernard Fontana, et donc ça nous a permis de prendre contact assez facilement et sur un enjeu qui est très très important. La fête de l'humanité aussi, c'est un lieu où on a du débat contradictoire avec d'autres personnalités qui ne partagent pas forcément point de vue sur tous les sujets, mais on tient à ce lieu, on tient à cette possibilité de faire des débats contradictoires. Par exemple, Fabien Roussel va faire un débat avec Édouard Philippe, et je pense que ça c'est sain de se confronter à d'autres idées pour aussi nous construire nos idées et nous renforcer dans notre crédibilité. Alors, aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir pour ce débat Raphaël Schellenberger, qui est député du Haut-Rhin, Les Républicains, et qui est invité au titre du fait qu'il a été président de la commission d'enquête sur la souveraineté énergétique, une enquête parlementaire qui a été comment dire, un événement inédit, enfin un des événements quand même très importants de l'histoire de l'Assemblée nationale, puisqu'il y a eu des dizaines et des dizaines d'auditions pour comprendre pourquoi la France est arrivée dans une situation critique sur les questions énergétiques, et c'est vraiment un travail qui a été salué par tous les bords politiques, y compris au Parti communiste. Nous avons salué ce travail d'information et d'enquête, et vraiment on voudrait le remercier pour ce travail qu'il a réalisé. Ben, je te laisserai, je ne me rappelle plus du nom de l'autre député, mais tu as été président de cette enquête. Voilà. Nous avons aussi le plaisir d'inviter un des acteurs majeurs industriels de la filière nucléaire, et qui aura beaucoup de travail dans les années à venir, Bernard Fontana, qui est PDG de Framatome, et qui est voilà, une filière très stratégique, puisqu'il se présentera, mais c'est l'entreprise qui fait les chaudières, toute la tuyauterie du nucléaire, et c'est un enjeu majeur de très haute technologie, et qui gagne à être aussi connu parmi les jeunes ingénieurs, parmi les jeunes scientifiques, et c'est voilà, un enjeu majeur pour l'avenir, puisqu'on aura beaucoup de réacteurs nucléaires à construire. Et enfin, nous avons l'honneur d'accueillir Virginie Neumayer, qui est dirigeante confédérale de la CGT, et qui est aussi responsable de la FNME CGT, donc Mine Énergie de la CGT. Et j'ai oublié juste de me présenter, Amar Bellal, donc je suis responsable à l'écologie pour le PCF et rédacteur en chef de la revue Progressif que nous avons lancée il y a 10 ans. Et c'est à ce titre-là que j'interviens pour animer ces débats. Alors, pour commencer, je vais vous poser une série de questions. Vous y répondrez chacun à votre manière, avec votre éclairage. J'aimerais poser une première question à Bernard Fontana. On parle d'un RTE 2050, le scénario qui a été présenté par RTE en octobre 2021, qui a été un événement important parce qu'il a remis beaucoup de choses à plat sur
la guerre qu'il y avait entre le nucléaire et le renouvelable, des totems qui ont été quand même beaucoup déconstruits. On a bien compris qu'il fallait faire les deux pour pouvoir faire cette transformation en 30 ans, transformer complètement la France, l'économie française, pour atteindre à la neutralité carbone. On aura besoin de ces deux énergies. Et un des diagnostics de RTE, c'est que il pointe des limites de capacité industrielle, tant pour le renouvelable que pour le nucléaire, pour parvenir aux objectifs de neutralité carbone et réussir à reconstruire tout un parc qui devra produire encore plus d'électricité que maintenant, puisqu'on vise le zéro pétrole et le zéro gaz. Ça passe par un transfert dans l'électricité. Alors vous, est-ce que vous partagez ce constat actuel ? Quelles nuances vous y portez? Peut-être qu'en 2 ans, il y a des choses qui ont bougé, et on aimerait vous entendre sur ce point, Monsieur Fontana. Merci et bonjour, je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Alors effectivement, ce scénario, ce rapport RTE est fondé sur des scénarios qui prévoient une augmentation de la consommation d'électricité et puis un effet falaise de vieillissement du parc nucléaire français, avec un certain nombre de scénarios dont certains prévoient l'augmentation de la durée de vie de quasiment tous les réacteurs, hein, jusqu'à 60 ans, voire au-delà pour certains d'entre eux. C'est le scénario numéro 3. La construction de 14 EPR entre 2035 et 2050, l'apparition de 14 EPR, c'est quasiment un par an, hein, et même 4 gigawatts de SMR. Alors, c'est normal de se poser la question de la capacité industrielle à faire ça. Alors, on peut rappeler les anciens qui disent « ouais, mais ils en faisaient 6 par an il y a 30 ans », ça c'est une chose. Mais en même temps, c'est vrai que depuis, on a arrêté la construction des réacteurs. Il y a une perte de compétences qui a été soulignée, et le tissu industriel français aujourd'hui n'est plus le même que celui d'il y a 30 ans ou 40 ans. Et dans le même temps, les exigences sont augmentées, les designs sont plus compliqués, et il y a des sujets de souveraineté qui fait qu'on doit aussi se préoccuper de faire chez nous un certain nombre de sujets. Donc c'est vrai que c'est un challenge, mais un certain nombre de choses ont changé. Déjà, il y a le discours de Belfort début 2022 qui dit il faut s'orienter vers 6 réacteurs et étudier 8 de plus. Il y a des travaux sur les petits réacteurs, les SMR, et un palier de 6 en palier. Et ça, c'est très structurant parce qu'il y a la notion de standardisation, plutôt que de refaire à chaque fois un prototype. Et en même temps, 6, ça oblige à augmenter la cadence de façon significative. Et puis après, on verra le nombre de réacteurs qu'il y aura à faire derrière. Alors, on ne part pas de rien et beaucoup de choses ont été faites. Je me rappelle en 2018, on prend Framatome, donc comme vous disiez, on fait des gros équipements, par exemple pour les réacteurs, les générateurs de vapeur, les cuves. On était un peu en dessous de l'équivalent de 0,3 EPR par an. Et on avait fait le constat que c'était sous critique. À ce rythme-là, on désapprenait, parce que les collègues, le temps qu'ils refassent un geste tous les 4 ans, on n'arrivait pas à maintenir les compétences. Ensuite, on a dit, ben, si la France veut être capable, va avoir le choix de pouvoir faire, si elle le souhaite, un palier de 6 réacteurs, il faut remonter. Et on avait proposé en 2019 un projet qui s'appelait Juliette, qui consistait à dire, ben, il y a des compétences, il faut recruter 1500 personnes par an, pour remplacer ceux qui partent à la retraite, renforcer les compétences techniques. Alors depuis Belfort, on est à 2000 par an. Et d'ailleurs, cette année, là, fin août, on a recruté déjà 1400, plus 400 alternants qui rentrent chaque année. Et il faut, à partir de ça, faire un programme de standardisation et travailler la qualité. Et ça, entre-temps, EDF a lancé un programme qui s'appelle Excel. Et nous, on a fait Excel Inequality. Alors je parlais avec des anciens là au Creusot, ils ont divisé par 10 les écarts qualité. Et dans tout Framatome, on compte le nombre d'écarts qualité par million d'heures travaillées. On était à 57 fin 2020 et on veut baisser de 25% par an. À fin août, là, sur 12 mois, on est à 22. Alors on va continuer, hein, c'est l'objectif. Plus facile à dire qu'à faire. Hein. Mais donc tout ça est en marche. Également, il faut investir, il faut des outils. Nos outils, ils étaient anciens. Donc on a investi 1 milliard d'euros dans nos usines, essentiellement en France, hein,
pour la conformité, mais la capacité industrielle au cours des 5 dernières années, donc entre 2018 et 2022. Et là, on est sur un cycle d'investir 1 milliard de plus, cette année et les 3 années qui viennent, hein, pour renforcer notre capacité. Alors, ce qu'on vise, c'est de passer de nos 0,3 à nous dimensionner sur 2 EPR par an. Et actuellement, on est à 0,8. Donc maintenant, notre aventure, c'est de monter en cadence, hein, et en travaillant aussi nos flux. Alors, on n'est pas tout seul. Il y a une supply chain. Et donc, il y a un travail aussi de monter en cadence de la supply chain, y compris pour les aider lorsque c'est nécessaire. Il y a eu également des appels à l'innovation. Il y a eu France 2030, les SMR, des modèles avancés. Alors ça oblige, ça donne des cadres pour travailler sur les réacteurs du futur, mais c'est aussi une culture d'innovation qui est attractive pour les jeunes qui arrivent et qui sont intéressés par ça. Et également, il y a des travaux qui se font. Nous intervenons beaucoup aux États-Unis. Ils ont décidé également de miser sur le nucléaire et ils veulent augmenter la durée de vie de leurs réacteurs pour 90% d'entre eux à 80 ans. Et donc là, il y a des travaux déjà qui sont engagés là. Et ils veulent augmenter la puissance de leurs réacteurs pour la moitié d'entre eux. Donc tout ça, ça donne un ensemble de travaux. Donc avec EDF, il y a des task force, hein, pour augmenter la puissance de certains réacteurs, qui me donnent à penser qu'il s'est passé quand même pas mal de choses. Alors il y a beaucoup encore de challenges à relever, mais nous sommes en route, donc on va accrocher le 1 par an d'ici 6 mois pour être au rendez-vous de ça. Et puis on n'est pas tout seul. Il y a le GIFEN qui s'est structuré avec les industries nucléaires. EDF également se met en ordre de marche avec une maîtrise d'ouvrage notamment qui se met en place, et puis même au niveau de l'État, une délégation interministérielle pour coordonner. Et vraiment, c'est d'accélérer les temps, hein, de favoriser ce ramp-up. Et à la fin, je suis convaincu que ça va marcher parce que les collègues, ils sont de très bon niveau et ils sont très engagés. Donc voilà où nous en sommes aujourd'hui. Merci Monsieur Fontana. Monsieur Schellenberger, vous avez donc présidé cette commission d'enquête. Donc vous avez été au cœur des débats. Vous avez entendu, vous avez auditionné des dizaines et des dizaines de personnalités. Est-ce que vous nuancez ce que dit RTE 2 ans après? Est-ce que vous avez senti dans les auditions que les choses ont bougé? Quel est votre ressenti par rapport à ça? D'abord, j'aimerais vous remercier pour l'invitation. Je vous l'ai dit en aparté, mais je tiens à le dire publiquement. Je me réjouis que, de façon générale, des gens se retrouvent pour parler politique et parler de l'avenir que chacun envisage pour le pays. On ne sera pas forcément d'accord sur tout. J'ai pas ma culture politique à la fête de l'humanité, mais je suis un vrai militant politique et en ça, on se ressemble. Et on a envie de parler politique, et on a envie de parler de notre pays, et on a envie de projeter notre pays. Et je me réjouis de voir tout ce monde réuni un samedi de septembre pour parler politique. Voilà. Alors, est-ce que les choses ont changé? Oui, l'opinion publique a changé. Et depuis quelques années, beaucoup de questions stratégiques au niveau politique sont traitées par le prisme de la lecture de l'opinion publique. On lit davantage dans les sondages d'opinion que dans le résultat des élections pour définir des caps politiques. Et en ça, la crise énergétique, la prise de conscience écologique et la construction progressive de la compréhension de ce qu'est le nucléaire dans l'opinion publique française, ou je dirais de la compréhension, tout court, parce que j'ai tendance à penser que c'est un débat qui n'avait jamais eu lieu. Elle a fait changer l'opinion publique et elle a sécurisé des décisions publiques en matière de nucléaire. Je vais faire un peu de politique. Si les Français n'étaient pas globalement d'accord avec le nucléaire, Emmanuel Macron n'aurait sûrement pas pris le risque de faire le discours de Belfort. J'en suis assez intimement convaincu. Ce mouvement s'est amplifié ces derniers mois et il sécurise en quelque sorte une vision politique qui n'est pas seulement une vision politique
pro-nucléaire, mais qui est une vision politique qui tend à dire on a un enjeu de production d'énergie. Moi, j'aime bien rappeler que la chaîne de valeur, la création de valeur, elle n'est qu'une fonction de la disponibilité de l'énergie. S'il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas de création de valeur. Et ça commence dans l'observation de la nature, avec des calculs de rapport. Les espèces qui s'en sortent mieux sont celles qui arrivent le mieux à utiliser l'énergie dans leur alimentation. Et toutes les chaînes de valeur se construisent autour de la question de l'énergie. Et ce qui a fondamentalement changé, notamment avec la crise énergétique, qui est peut-être un retour à la préoccupation des premières crises pétrolières, c'est le retour de la question de la production d'énergie au cœur du débat politique. Voilà, donc il y a encore des points de fragilité. On a une société qui a des difficultés compréhensibles, mais croissantes, avec le rapport aux faits, à la science, à la démarche scientifique. Et en ça, le débat sur les techniques de production d'énergie, il est encore fragile. J'ai le sentiment que sur la nécessité de produire de l'énergie, le débat politique est en train de se construire de façon saine. Moi, j'entends que des gens souhaitent défendre une société décroissante, souhaitent défendre un modèle de société qui soit en rupture totale avec l'histoire de l'humanité. Je l'entends, c'est le propre du débat politique. Mais ce qui me semble important, c'est que le débat politique se situe sur ce champ-là et n'aille pas un peu sournoisement sur des questions technologiques et emporte des contraintes sociétales par des disqualifications technologiques. Et c'est un petit peu ce qui s'était passé sur le nucléaire. Et j'ai l'impression que cette démarche politique-là, elle a été disqualifiée. Donc oui, on peut débattre de décroissance versus croissance. Mais quand on est dans un débat technologique, il faut le neutraliser de ses objectifs politiques. Voilà, moi je pense que les choses ont changé. Maintenant, à nous, collectivement, de continuer à le faire vivre. Il ne faut surtout pas penser que c'est acquis. Moi, je suis convaincu que ça n'est pas acquis. Finalement, l'histoire qu'on retrace un petit peu dans notre commission d'enquête, c'est oui, celle de responsabilités politiques successives. C'est aussi celle d'un intérêt qui change sur ces sujets-là au gré de l'actualité. Et évidemment, on a cherché des responsables, je ne vais pas donner de nom ici, mais on ne peut pas non plus comprendre le choix de fermeture de Fessenheim. Je suis le député de Fessenheim, je me suis battu contre avec tous les moyens qui étaient les miens, mais on ne peut pas comprendre la décision politique si on ne s'inscrit pas dans l'époque de l'effraiement de Fukushima et de l'incompréhension de ce qu'était Fukushima. Une incompréhension qui subsiste. Quand je vois aujourd'hui les débats qui subsistent, d'ailleurs souvent en dehors du Japon, qui sont plus apaisés au Japon qu'ailleurs dans le monde sur ce qu'est Fukushima, je me dis on n'est pas complètement apaisé, il ne faut pas baisser la garde. Et ce n'est pas parce que l'opinion publique française est aujourd'hui plutôt favorable à la production d'énergie et à la question nucléaire que c'est le cas au niveau européen et que c'est définitivement acquis. Merci, Monsieur Schellenberger. Alors, Virginie Neumayer, quel constat vous faites par rapport à... Quel constat tu fais, parce qu'on se connaît, quel constat tu fais par rapport à ce que tu entends de la part des salariés, des ingénieurs, des techniciens, des ouvriers? Quelle est l'analyse de la CGT sur l'état actuel de la situation et par rapport au diagnostic de RTE 2050? D'abord, on se réjouit de se sentir moins seul sur les questions de politique énergétique. Ça nous change, parce que depuis 20 ans que nous nous mobilisons pour défendre les moyens de production pilotables, pour répondre aux besoins d'aujourd'hui, et on voit comment les hivers sont difficiles à passer et que la question de l'électricité est au cœur des sujets de pouvoir d'achat dans les ménages, ça nous change. On a aussi combattu l'idée qu'il fallait engager et réussir un programme nucléaire parce que c'est un enjeu de revitalisation du tissu industriel et une filière industrielle qui n'a pas de programme, c'est une filière sans avenir. Ceci dit, quand on voit la répression
qui nous est faite dans l'ensemble du secteur. D'ailleurs, nous avons dans la FNME recensé plus de 400 plaintes auprès de militants syndicaux qui ont défendu ce printemps les enjeux de service public en lien avec le combat que nous menions sur la réforme des retraites. C'est une honte. Le premier d'entre nous, Sébastien Ménisplier, a été convoqué au commissariat il y a une dizaine de jours sur ces questions-là. Donc, il nous semble que, quels que soient les défis qui sont devant nous, on aura besoin de remporter l'adhésion des salariés. Et en cela, bien évidemment, ça revêt des conditions de travail, de fidélisation, d'activité, et j'y reviendrai certainement, mais aussi des perspectives positives, bien sûr, pour les sujets de retraite, et de sortir, bien évidemment, du carcan libéral qui nous conduit droit dans le mur. Pour revenir sur, j'ai entendu les limites qui étaient pointées dans les scénarios de RTE. La première que je voulais indiquer, c'est l'affaiblissement voulu d'EDF par la Commission européenne, maintenant depuis une vingtaine d'années. Donc, elles ont porté divers noms. La dernière date, c'est Hercule. Nous l'avons repoussé, bien évidemment. EDF, c'est l'opérateur public de nucléaire. Il aura à charge de conduire ses travaux dans le cadre de son mandat d'architecte assemblier, avec toute l'ingénierie, la fonction d'ingénierie, les ingénieurs, les techniciens, les ouvriers qui vont s'engager sur ces grands chantiers. Et en cela, nous posons la première chose, il faut redonner à EDF en tant que mission de service public les moyens, qu'ils soient financiers, humains ou industriels, pour engager ce programme. Je voulais simplement signaler, puisqu'on était sur des enjeux aussi économiques, que l'électricité représente un levier de développement pour le territoire, et que jusqu'à présent, on a pu en bénéficier. Et que si ça a été remis en cause au travers de la Commission européenne, c'est qu'il y a aussi des intérêts économiques convergents, notamment à l'Allemagne, qui ont tenté d'affaiblir, de déstabiliser EDF et son parc nucléaire. Et en cela, il faut aussi regarder avec beaucoup de recul ce qui s'est passé sur l'ensemble du secteur. Donc, le deuxième limite, c'est que la transformation du système énergétique, elle va s'étendre sur une trentaine d'années, voire plus, et que ça va concerner aussi bien les usages, les transferts d'usage, on pense notamment au transport, que les réseaux, pour nous, c'est pas que la production de transport et de distribution. Et elle va s'effectuer dans un univers économique et géopolitique incertain. On vérifie malheureusement tous les jours les déstabilisations de gouvernements, et la question de la ressource en matière première, c'est un sujet qui est encore posé et qui est devant nous. Il faut qu'on y soit extrêmement attentif parce que les besoins sont croissants. Je voulais attirer aussi l'attention, voilà, y compris du Parti communiste français, sur un certain nombre de technologies, on en a parlé, mais on ne peut pas faire sans non plus, qui sont d'ores et déjà disponibles, et d'autres ne le sont pas. Et je pense notamment à la flexibilisation du réseau. On parle beaucoup donc d'énergie pilotable, puisqu'il faut qu'on réponde aux besoins du réseau à chaque instant, P égale C, mais avec un afflux important d'énergie intermittente, et on le voit, ce sont par exemple les panneaux photovoltaïques, les énergies éoliennes, on a des interruptions, il faut aussi assurer ce suivi de charge. Donc il y a une limite en cela qui doit être prise en compte. On a déjà des difficultés aujourd'hui pour y répondre, mais ça peut s'aggraver en cas d'accélération excessive de cette énergie intermittente. Donc, pour la CGT, nous pensons et nous portons l'idée que faire des choix responsables, ça suppose une évaluation réaliste de ces technologies, qu'elles puissent intervenir aussi à une grande échelle. Il ne suffit pas de regarder les questions qui sont traitées de manière recherche, il faut qu'on regarde ça au niveau macro. De l'accès, bien sûr, aux matières premières, j'en ai parlé. De l'empreinte aussi bas carbone, on n'en parle pas assez, mais ça rejoint un autre sujet, c'est comment on construit, comment on relocalise des productions essentielles. Mais je dirais aussi un dernier point, c'est l'empreinte au sol, qui est un enjeu aujourd'hui, parce qu'on aura besoin d'expansion de terrain, et
pour l'agriculture et d'autres domaines industriels, et que cette question d'empreinte au sol rejoint la question de l'acceptabilité de ces moyens de production, de transport et de distribution. J'ai d'autres questions au-delà des ENR intermittentes. C'est l'hydroélectricité, qui est aussi menacée au travers de ces concessions hydrauliques par la mise en concurrence par la Commission européenne. On a besoin, dans ce secteur-là, de visibilité pour engager la rénovation d'un certain nombre d'ouvrages, pour engager aussi des travaux importants, des STEP, des ouvrages qui permettent de stocker l'électricité, enfin c'est de l'eau qu'on stocke et qui se transforme après en électricité en masse. C'est la seule façon aujourd'hui que nous avons de stocker l'électricité en masse. On a des prévisions qui sont dans nos cartons pour la CGT, entre 6 et 8 gigawatts. On n'en parle pas assez, mais les questions, elles sont interconnectées. Merci Virginie. J'en profite au titre donc de responsable national du PCF à l'écologie. Au PCF, nous sommes en train de travailler justement sur un plan climat qui essaye de faire rentrer toutes ces contraintes techniques, mais aussi l'enjeu social de répondre à des besoins, l'enjeu démocratique. Nous, on pense effectivement qu'il faut un débat scientifique, il faut diffuser des informations scientifiques, mais ça ne suffit pas. C'est aussi une question démocratique, de choix politique, et on ne veut pas d'un scénario qui soit technocratique, décidé par quelques-uns. Et on veut un scénario qui soit partagé, un scénario énergétique. Et donc le PCF travaille un scénario, un plan climat qu'on a décidé d'appeler Empreinte 2050, parce que justement on veut porter plus loin l'ambition, pas seulement les émissions territoriales, mais aller jusqu'à comptabiliser aussi le carbone qu'on importe des produits, de nos modes de vie. Et l'empreinte carbone, il faut savoir que ça représente pratiquement 50% des émissions territoriales, donc il faut avoir aussi ce débat-là. Ça pose la question de l'industrie, l'industrialisation, de ce qu'on produit en France. Et ce plan-là sera présenté le lundi 6 novembre à 18h30. Et Fabien Roussel présentera ce plan aux côtés de l'équipe qui a travaillé, une équipe d'ingénieurs, de scientifiques, de climatologues qui ont travaillé sur ce plan avec les commissions du PCF concernées. Donc je vous invite vraiment le 6 novembre à venir assister à cette présentation d'un plan qui tient tout, la crédibilité scientifique, mais aussi l'exigence sociale, l'exigence d'emploi, l'exigence d'une élévation de niveau de vie, l'exigence d'un nouveau mode de développement. Nous, on ne s'enferme pas dans un débat croissance-décroissance. On pense qu'il faut un nouveau mode de développement avec des créations de richesses qui soient autres et qui soient bénéfiques à toute la population. Et on est au Parti communiste, donc on pense que pour y arriver, il faudra vraiment changer complètement la logique économique et les critères économiques. Alors, je reviens auprès de nos invités. On a parlé de temps long et Virginie l'évoque. Il y a cette préoccupation de garantir ce développement, de le sécuriser pendant 30 ans. Et on voit qu'il y a des événements géopolitiques qui bouleversent la donne. On a aussi des pays qui nous achètent, des entreprises qui sont stratégiques avec les brevets qui vont avec, et qui peut, comment dire, hypothéquer le développement industriel sur des temps aussi longs. Alors, comment faire pour sécuriser justement ces 3 décennies et même au-delà, pour qu'on puisse relever ce défi industriel, pas seulement pour le nucléaire, mais aussi pour le renouvelable, sans qu'on soit gêné par des économies à la petite semaine, des stratégies électorales à courte vue, et qui fait qu'on est dans un stop and go continuel. Alors je voudrais entendre M. Fontana sur ce sujet. Merci beaucoup. Merci. Alors déjà, effectivement, c'est du temps long, et EDF travaille à son organisation sur le temps long, sa capacité à planifier,
à intégrer le temps long, c'est ce qu'on appelle aussi la maîtrise d'ouvrage, qui va avoir cette vision. Donc ça ils sont en train de le faire en ce moment. Mais quand on aborde le temps long, pour moi, ça commence déjà par les compétences. Parce qu'il faut du temps pour former les collègues. Et donc, c'est une détermination. Pour nous, on recrute 2000 personnes par an, on les garde. Et c'est une ressource, c'est un actif. Et la filière a identifié qu'il faudrait recruter pendant 10 ans 10 000 personnes par an. Et donc ça, il ne faut pas un jour oui, un jour non. Il faut avoir la capacité, effectivement, à le faire. Décider un programme, financer un programme comme ça, c'est quand même c'est des programmes très importants. Moi, j'ai posé des questions des grandes entreprises d'électricité américaines. Ils disent, ben, moi, jouer la moitié des capitaux propres de l'entreprise privée là-dessus, c'est compliqué. Donc, finalement, les États sont jamais très loin. Bon, EDF est propriété de l'État français, et ça, c'est quand même un avantage qui existe en France. Pour nous, dans Framatome, déjà, on peut travailler à donner confiance, à sécuriser des choses qu'on peut faire, outre les recrutements, c'est monter en cadence, donner confiance. C'est toujours cette mise en mouvement, cette montée en cadence. On peut faire des progrès dès maintenant, par exemple surveiller sans ralentir. Alors, je ne vais vexer personne, je vais parler de l'Angleterre. Quand on voit un générateur de vapeur, là ça a été le cas avec les Points, il y a 1000 points d'arrêt à 10 jours. Ça fait 30 ans de points d'arrêt. Donc là, on sent bien qu'il y a, pour livrer en 7 ans, il y a un problème. Et là, c'est des choses qu'on peut faire, qu'on travaille toujours, décider au bon niveau, standardiser. Et puis, il faut lancer des investissements suffisamment tôt. Sinon, quand vous lancez le programme, vous ne pouvez pas recruter, etc. Et être capable d'intégrer les notions de souveraineté. Par exemple, Framatome a lancé un investissement d'un terme de cuve qui était fait à l'étranger, et c'est 100 millions au Creusot, et qui revient en France. Et après, on peut dire, oui, mais c'est cher, quelle est la rentabilité? Mais ces programmes sont des très gros programmes qui mobilisent des capitaux importants, donc s'ils durent longtemps, le coût des frais financiers est très important. Donc la capacité à garantir qu'on va faire dans des délais maîtrisés, c'est rentable. Et donc, ce qu'il nous faut, nous, pour réussir ça, c'est d'avoir des financements suffisamment tôt, mais pas forcément colossaux, pour initier cette montée en puissance, s'assurer qu'on va fonctionner. Et ça, ce sont des acteurs entamés. Par contre, il faut pouvoir les financer. Alors, c'est pas si facile. Je prends l'exemple en Grande-Bretagne, Hinkley Point ont 2 réacteurs, et les Britanniques veulent en faire 2 autres à Sizewell, les mêmes. Donc, un bénéfice de réplication, on a dit, OK, vous pouvez avoir ce bénéfice, mais il faut maintenir les conditions de réplication. Et si vous nous les lancez 10 ans après, ben, ça ne va pas être les mêmes gens qui vont faire le travail, ça peut être une réplication. Il y a besoin de garder nos équipes et les supply chain sous tension. Et ils ont accepté de financer cette période-là, sans avoir même pris des grosses décisions d'investissement. Donc on voit qu'il y a une marge de manœuvre là qui existe. Enfin, le temps long, c'est les compétences, l'expertise, il faut faire de la recherche. Ça monte les collègues en expertise, mieux connaître les matériaux, travailler la simulation, le vieillissement des matériaux, développer des technologies de combustible, par exemple, qui seront plus résistants, qui permettront d'éviter d'arrêter le réacteur tous les 10 mois pour le charger, mais tous les 2 ans. Faire de l'innovation et attirer les jeunes dans l'innovation. Donc cet ensemble-là, pour moi, c'est la mise en mouvement de quelque chose de vertueux. Et ensuite, effectivement, il faut avoir une capacité de cohérence dans le temps long, mais il faut aussi le mettre en mouvement rapidement. Et un des pièges du temps long, c'est de croire qu'on a le temps, alors qu'il faut aller vite et le mettre en mouvement. Moi, ce serait le message sur le temps long. Hein. Raphaël Schellenberger, sur cette question du temps long, de comment éviter que des intérêts, des intérêts particuliers de taux de profit, des exigences de taux de profit entravent justement ce développement nécessaire sur 30 ans et comment vous réagissez par rapport à ça? Je ne suis pas sûr que sur les questions énergétiques, à tout le moins en France,
il y a des problématiques de profit ou de rentabilité qui freinent les décisions de temps long. J'entends souvent parler du lobby du nucléaire en France. J'aime bien rappeler que la quasi-totalité des entreprises, en tout cas celles qui collectent la valeur ajoutée dans la filière du nucléaire, sont détenues à quasi-exclusivité par des capitaux publics. Donc, voilà. Si le lobby suit l'intérêt du détenteur du capital, il suit l'intérêt de l'État français. Alors, est-ce que l'État français joue contre lui-même ? J'ai tendance à ne pas forcément penser que c'est dans sa nature. Du coup, on est sur un autre problème dans la difficulté à prendre des décisions de temps long. Si ce n'est pas la construction de la remontée du bénéfice, je ne dis pas que les décisions politiques sont les bonnes et vont contre l'intérêt, vont toujours dans le bon intérêt. Je dis que si on suit le chemin de l'argent, sur la question nucléaire, on ne trouve pas quelqu'un au bout qui a un intérêt à pousser à de mauvaises décisions. Par contre, la compatibilité de la décision du temps long avec l'évolution du débat public, celle-là, elle est déjà plus compliquée. Et je disais tout à l'heure qu'on a eu, je pense en France, sur le nucléaire, un débat qu'à mon avis, on n'avait jamais eu ces dernières années. Parce que un des principaux reproches qui a été une des accroches de la défiance sur le nucléaire, des antinucléaires, était sûrement vrai. C'est beaucoup d'opacité, des arguments d'autorité et une disqualification de l'opinion publique quand on parle d'une technologie complexe. Et moi, je pense que sur des sujets comme ça, la réponse, elle sera forcément dans l'intelligence collective. Il ne faut pas baisser les bras, d'apprendre, de transmettre, de faire comprendre à la population ce que c'est que le nucléaire. Quelles sont les techniques qui sont derrière, quels sont les risques. Et en France, dans l'absence de culture industrielle, ou dans la dislocation de la culture industrielle, moi, ce qui me dérange le plus, c'est cette question de rapport au risque. Et l'émergence d'une pensée politique, l'émergence par la peur de la pensée politique écologique dans le débat français a conduit à dégrader la compréhension de ce qu'est le risque. Le risque et le danger, c'est deux choses différentes. Et ça, on a eu du mal à le comprendre pendant des décennies en France. Et ça a pris de la place. Pourquoi ? Parce que certains, pour exister politiquement, ont eu besoin de se créer un espace en faisant peur, en alertant, en pariant sur les peurs, mais à la fin, ça ne suffit pas pour transformer l'essai. Et la situation dans laquelle on est aujourd'hui, c'est celle-là. Et je me réjouis de voir que dans la jeunesse, qui a sûrement été sur les questions climatiques à l'avant-garde des alertes, il y a un mouvement qui est en train de s'engager en disant eh ben, la science, elle doit être à l'avant-garde des réponses, et pas seulement des alertes. Elle doit aussi être à l'avant-garde des réponses. Et c'est pour ça que moi, j'ai assez confiance. Parce que je pense qu'il y a un profond mouvement de reculturation, réacclimatation à la culture scientifique, à la démonstration, à la réflexion technique qui est en train de s'installer dans le débat politique, qui était complètement absente. C'est en train de revenir, il y a encore beaucoup de pain sur la planche, mais c'est en train de revenir, et ce qui permettra le temps long, c'est une réflexion qui se construit de cette façon-là. Parce que ce qui empêche les décisions politiques sur le temps long, c'est la récurrence démocratique. Mais je ne serai jamais du côté de ceux qui disent que c'est ce problème qu'il faut traiter. Donc il faut débattre, éduquer, transmettre, comprendre, partager la compréhension. Et c'est ça qui sécurisera dans le temps long. C'est peut-être naïf, mais quand on fait de la politique, permettez-moi d'avoir le droit d'avoir un tout petit peu de naïveté et d'idéaux dans ce qu'on défend. Et je me réjouis vraiment d'entendre, d'avoir un discours sur la science de ce type. À la revue progressiste, on travaille cette question-là.
de la mise en avant de la science, du progrès technologique au service. Alors on n'aura pas la même grille d'analyse idéologique, ce sera peut-être pas pour faire la même chose, mais au Parti communiste, on a toujours été attaché à l'écoute des scientifiques et au respect de l'expertise scientifique, mais vraiment dans l'idée de l'émancipation de tous et de toutes, et y compris avec une vision internationaliste de co-développement, de coopération. Alors, je voudrais entendre Virginie sur ces questions de temps long. Je pense que c'est un gros sujet pour vous à la CGT. Et la première d'entre eux, c'est que les cycles industriels, ils s'établissent sur des temps longs, sur plusieurs décennies, et a fortiori le nucléaire, on est sur des enjeux à 60, 80 ans, entre la conception, l'exploitation, voire même le démantèlement. Et bien évidemment, et on est en profond désaccord avec monsieur le député, c'est que ces cycles industriels sont incompatibles avec la recherche de rentabilité à court terme. Et nous y assistons encore tous les jours dans le secteur. On se réjouit bien évidemment que certaines entreprises, dont Framatome, ont pu redresser leur situation, mais ça ne s'est pas fait sans mouiller la chemise, et ça s'est fait aussi sur des cycles industriels où on était très en difficulté sur les investissements et les perspectives. Donc pour nous, et c'est la première chose qu'on a à dire, c'est que les effets balanciers, que ce soit sur les compétences ou sur les industriels, sur l'outil industriel, c'est préjudiciable, voire mortifère. Donc il faut engager, bien sûr, avoir de la visibilité et adosser les filières industrielles à des investissements sur le long terme. Mais les entreprises emblématiques telles que Framatome, ça ne fait pas tout. Il y a près de 3600 entreprises qui travaillent dans le secteur. Certaines ont disparu et d'autres sont passées sous pavillon américain. Je pense notamment à Velan, à Sego, Atos aussi dernièrement. Comment ces entreprises-là, qui sont indispensables aussi pour notre secteur énergétique, font partie effectivement d'une certaine protection en termes de propriété intellectuelle, de brevets. On n'y arrivera pas non plus si on continue à déliter le tissu industriel. En France, moins de 10% du PIB sont liés effectivement à la production industrielle. Donc il faut aussi remonter, revitaliser l'ensemble de ces entreprises. Sinon, on ne peut pas relever ces défis. D'autre part, il y a aussi pour le programme nucléaire, engager des majors du BTP, parce que avant tout, un réacteur nucléaire, ce sont près de 3 000 à 4 000 salariés qui travaillent dans le génie civil qui vont débuter ces travaux. Il faut le faire de bonne façon dès le départ. Je vois très mal Bouygues, qui n'est pas une entreprise caritative, dire non, on va s'engager pour la nation, pour le pays. Bien évidemment qu'il faut les contraindre sur le plan social, mais sur le plan aussi de leur rentabilité et sur leurs engagements. Donc ça passe aussi par des nouvelles lois de rapport entre donneurs d'ordre et sous-traitants, et comment on regagne le partenariat industriel qui avait fait aussi la force du programme ESMER pour réussir ces projets. Et ça ne se fera pas non plus en décrétant par le discours de Belfort et du Creusot un certain nombre de choses à faire. Ça ne suffira pas. Je voulais juste revenir aussi, parce que la question de la résilience du tissu industriel, ça fait écho à un autre sujet qui nous a mobilisés ces dernières années, c'est la perte d'Alstom Branche Énergie, qui était une boîte qui avait tout pour fonctionner, tout pour assurer la transition énergétique. Elle a été donc vendue à une boîte américaine, donc General Electric depuis. Même si la partie, on va dire, turbine Arabelle reviendrait potentiellement dans le giron des entreprises françaises, avec quelques difficultés d'ailleurs sur les propriétés industrielles, ça ne réglera pas tout.
Je pense notamment aux brevets et au savoir-faire en matière d'éolien offshore, qui sont toujours sous pavillon américain. Les grids, on en a besoin pour la transformation, les transformateurs sur les centrales et sur les réseaux, qui sont toujours détenus d'ailleurs sous pavillon américain. Et puis on a un autre sujet de préoccupation en termes de souveraineté industrielle et politique, c'est la chaîne de valeur aujourd'hui, dans un cadre mondialisé, c'est externalisé aux quatre coins du monde, c'est comment aussi on relocalise un certain nombre de productions pour pouvoir assurer leur fabrication. À la CGT, nous, ce qu'on propose, c'est de créer un groupe inter-entreprise, un espace de collaboration entre les entreprises, mais aussi entre les salariés de ces entreprises, pour renouer avec l'efficacité industrielle, mais aussi sociale. Donc, et ça renouerait aussi un cercle vertueux de logique de coopération, d'investissement, de sécurisation de l'emploi et de développement de projets de commun et de compétences. Voilà. Merci Virginie. La place du service public, je pense qu'elle est aussi très importante, tu l'as évoqué, pour justement avoir ce travail de temps long, de prévoyance, d'anticipation, comme l'avait fait EDF par le passé, mais EDF aussi parce qu'il y avait des salariés aussi qui étaient écoutés, qui avaient une place importante et qui ont largement aussi contribué à la réussite de ce service public. Mais encore une fois, on a un temps long qu'il faut gérer. Et pourtant, on a des projets de découpage d'EDF comme Hercule qui reviennent à chaque fois. Et on ne comprend pas cette contradiction qu'il y a entre l'ambition d'avoir une cohérence dans toutes les politiques énergétiques dans les 3 prochaines décennies, et à chaque fois cette pression pour découper les services publics. Et c'est en ça que je parlais de profit, mais c'est d'une façon générale. C'est pas forcément EDF qui veut, quoique EDF a quand même aussi en partie, il y a eu aussi des aventures industrielles à l'étranger qui ont aussi poser problème, et les salariés l'ont averti. Mais ceci dit, comment faire pour que le service public retrouve une force pour pouvoir prévoir ces temps longs? Ça, c'est très important. La question aussi, quand on parle de profit, c'est les services publics, le découpage des services publics, y compris pour l'éducation nationale. On comprend bien que toutes les réformes qui cassent l'éducation nationale, c'est une question de budget alloué qu'on réduit, et ces budgets alloués qu'on réduit, c'est des baisses d'impôts qu'il y a quelque part. Et ces baisses d'impôts qu'il y a quelque part, c'est des taux de profit derrière qu'on veut aussi ménager pour des actionnaires, pas forcément de la filière énergétique, mais d'une façon globale. Et il y a cette contradiction que nous, on analyse au Parti communiste, entre cette exigence de profit, de rentabilité dans tous les secteurs de l'économie, et une ambition affichée, y compris par le président de la République. On serait presque d'accord sur l'ambition de faire une France neutre en carbone en 2050, etc. Mais on voit que par rapport aux moyens, il n'y a pas ça. Donc nous, au Parti communiste, c'est la place du service public. Il faut réunifier EDF, y compris avec RTE, Enedis, y compris Engie et Total, doivent jouer un rôle, et pas seulement juste du patriotisme, parce qu'ils nous le présentent souvent en disant, nous, notre entreprise, elle va jouer un rôle parce qu'on est patriote pour la France, etc. Mais on ne peut pas laisser les clés de la France pour les 30 prochaines années à juste, comment dire, un sentiment personnel de « je veux bien le faire pour la France ». Il faut vraiment que l'État prenne ses responsabilités, et ça passe aussi par un pôle public de l'énergie. Renforcer l'éducation nationale, renforcer... Et nous aussi, on a une proposition phare, c'est la sécurité emploi-formation, qui sécurise les parcours professionnels en alternant emploi et formation, et ça va être très important pour gérer ces temps longs des 30 ans, parce que cette transition énergétique, c'est créateur d'emplois, mais c'est aussi destructeur d'emplois.
Et il y a des emplois qu'on ne pourra pas remplacer. Et donc il faut organiser le passage à ces nouveaux métiers et que les personnes ne passent pas par la case chômage, mais par une case formation. Et nous, on propose vraiment une clause de non-suppression d'emplois pour cause de transition énergétique, et que les personnes qui perdent éventuellement leur poste à cause de la transition énergétique qui est nécessaire, eh bien, qu'on les forme et qu'on continue de les payer pour parvenir à un autre métier. Sinon, la transition énergétique, elle ne sera pas acceptée. Les défis climatiques, pour relever le défi climatique, il va falloir promouvoir une écologie qui soit populaire et démocratiquement partagée, sinon elle ne sera pas. Une écologie qui ne sera pas populaire et non partagée, démocratique, elle ne sera pas. Et alors, j'en reviens à la troisième question, parce que j'avais repris ma casquette du Parti communiste français. Je vais reprendre ma casquette d'animateur du débat aujourd'hui. La troisième question, c'est justement la cohérence des politiques. Au niveau de la recherche, de l'éducation, le rôle de l'État, ce que je viens d'évoquer tout à l'heure avec se reposer sur le patriotisme. Donc, et puis, comment retrouver de l'attractivité dans ces filières industrielles? Parce qu'on en a parlé, ça passe par quand même la revalorisation des filières scientifiques, du collège à l'université. J'avais entendu Louis Gallois dans une audition qui s'inquiétait, qui s'alarmait de la dégringolade du niveau mathématique en France. C'est une catastrophe et qui va hypothéquer ce programme industriel qui va être nécessaire. Donc, comment retrouver de la cohérence là-dessus? Comment à la fois laisser l'État casser quelque part l'éducation nationale avec des résultats? Je suis enseignant, j'ai vu ce qu'on a fait aux IUT, par exemple. Les IUT, ce qui était un bijou de la formation universitaire, qui sont passés en 3 ans, 2 ans en 3 ans. On a quand même vidé l'originalité de cette formation technique. On a des universités où les filières mathématiques sont complètement désertées. Et donc il y a une vraie inquiétude de ce côté-là. Et puis ne parlons pas du collège et du lycée. Alors comment vous voyez-vous les choses pour faire en sorte que tout le monde travaille ensemble, le service public au sens large, pas seulement énergétique, mais de l'enseignement, de l'université, le rôle de l'État là-dedans, le rôle des différentes entreprises pour qu'elles ne se tirent pas dans les pattes, mais qu'elles travaillent dans la même direction. Comment vous voyez ça, par exemple, M. Fontanin, qui connaissait bien ce sujet? Et je précise d'ailleurs que Framatome, c'est un exemple d'usine qui a été vraiment reconstruite dans ses capacités. Je crois qu'il y a encore quelques années, on ne pouvait pas dire qu'en France, on pouvait faire la cuve des centrales nucléaires de A jusqu'à Z. Et je crois maintenant qu'on peut pouvoir le dire. Je vous avais déjà entendu dans une audition le dire. Je sais que ça fait... vos qualités personnelles et votre, comment dire, votre sens au service de l'État, ils sont pour beaucoup, mais on comprend bien qu'on ne peut pas se reposer que sur des personnalités pour reconstruire toutes ces filières industrielles. Donc vous, comment vous voyez les choses par rapport à ça? Merci. Effectivement, la cuve pour Hinkley Point est faite. Elle est même à Hinkley Point. Et elle a le privilège d'attendre 1 an pour être mise dans l'installation. Donc on est capable de les faire et d'être à l'heure et même tout petit peu en avance par rapport aux autres. Rassurez-vous, c'est pas moi qui ai fait la cuve, hein, c'est mes collègues, c'est les salariés de Framatome. Alors effectivement, c'est très très important. Il nous faut recruter et nous organiser pour ça. Alors nous, quand on recrute, on prend 25% de jeunes déjà. Mais on prend aussi des plus anciens. Parce que si on recrute massivement que des jeunes aujourd'hui, on se crée l'effet falaise qui fait que dans une génération, ils vont tous partir à la retraite en même temps et recréer les difficultés qu'on a connues. Donc ça, c'est déjà extrêmement important. Et du coup, on fait venir aussi des personnes d'autres industries. Deuxième chose aussi, on recrute pas plus de 10 ou 20% dans notre propre filière. Sinon, on va se créer des difficultés. Donc, on va récupérer des personnes qui viennent d'autres activités qui peuvent être parfois plus fragilisées pour revenir chez nous. Hein. Ensuite, pour attirer les jeunes, bien sûr, il faut des salaires compétitifs. Les jeunes générations, même les moins jeunes, le télétravail, ça les intéresse. Mais il faut savoir que dans l'industrie, on peut aussi faire du télétravail. Hein.
Alors peut-être pas quand si vous êtes devant l'atelier, mais il y a beaucoup d'activités autour qui permettent de le faire. Il faut accepter de changer nos pratiques, nos modes de fonctionnement là-dessus. Donc il y a des centres d'excellence, on forme les collègues, des ambassadeurs. Pour moi, il y a des sujets qui me tiennent à cœur, et je vais revenir sur votre question. C'est d'abord, la chance qu'on a, c'est qu'on a des salariés qui sont de très bon niveau et qui sont engagés. Et donc, c'est eux les premiers ambassadeurs pour attirer vers nous. Et on a d'ailleurs un programme qui les incite à recruter des amis ou des parents et à reconnaître ça. Et pour moi, c'est une des très grandes priorités. Est-ce que je recrute un parent ou un ami? Et on suit. C'est un objectif qu'on a, et on suit et on se donne les moyens de ça. Deuxièmement, pour moi, ce qui est très important, c'est qu'on ouvre nos industries. Donc, on fait des portes ouvertes. Alors, en général, les patrons d'usine n'aiment pas trop montrer leur usine, leurs secrets, etc. D'ici, on ouvre, on baisse les âges. Donc, on baisse à 6 ans. Parfois, ils viennent même dans le berceau. Et ça, de montrer aux familles, aux enfants, aux grands-parents, etc., ce que c'est. Et ça marque, parce que on n'imagine pas trop quand on voit ça de l'extérieur. Et avec les enfants, moi j'amène mes enfants dans les portes ouvertes, et maintenant ils en redemandent à chaque fois qu'il y en a une. Ensuite, il nous faut donner un sens, parce qu'il faut les garder. Et là, on a une chance formidable. L'industrie, alors nous on travaille à la décarbonation, mais beaucoup d'industries vont devoir se décarboner. Et d'expliquer comment se pose l'enjeu du climat, comment on y contribue en centre industriel, comment nous-mêmes, par nos actions d'économie d'énergie, d'économie d'eau, on peut faire, et comment on peut se positionner là-dedans. Nous, ça s'appelle les fraises du climat, mais ça vaut le coup d'investir ce temps-là, parce qu'on a besoin de garder les gens encore pendant longtemps avec nous. Un autre sujet pour moi, pour l'industrie, c'est la diversité. Notre objectif, c'est de recruter au moins 25% de femmes, et on a du mal à les trouver. Donc c'est les attirer, parce que parfois il peut y avoir un décalage. Alors quelque chose de très bien, c'est les alternants, les prendre jeunes. Et quand on prend des alternantes, elles voient ce que c'est que l'industrie, puis nous on voit aussi comme elles travaillent bien. Et en fait là c'est 37% de femmes qui rentrent dans l'industrie. Donc tout ce qui consiste à se rapprocher des jeunes avec les lycées, etc. Vous avez parlé de reconversion. Je suis infiniment d'accord. L'autre jour, j'ai un collègue à Paimboeuf, on fait des tubes pour le nucléaire, il avait une formation de pâtissier. Mais quelqu'un qui a pris l'habitude de suivre une recette, un protocole, qui est attentif, précis, c'est formidable pour faire. Hier, j'étais à Maubeuge. Une de mes collègues qui était assistante maternelle, elle est maintenant une des responsables de la logistique. Donc il faut faire cet effort de reconversion, et on est capable beaucoup plus qu'on croit, d'attirer des gens dans nos filières. Par contre, il y a un vrai sujet que vous avez évoqué, c'est les techniciens. Ça, ils sont très très importants. Souvent, je donne cette anecdote. Quand j'étais jeune, j'étais ingénieur, je connaissais toutes les équations, mais je voulais faire marcher la colonne à distiller, je ne savais pas. Heureusement qu'il y avait des techniciens. On a travaillé ensemble, c'était très intense, et 18 mois après, moi j'ai été promu dans une autre usine. Heureusement qu'il y avait des techniciens qui étaient là. Et ça, cette population, il n'y en a pas assez. Vous avez évoqué des difficultés. Et s'il y a un effort particulier, une attention à faire, c'est sur ces métiers de technicien et la fierté d'être technicien. Et moi, mon rêve, c'est que quelqu'un dise, moi, je suis technicien chez Framatome, et ça, c'est une très grande fierté. Donc là, pour moi, rapprocher les jeunes autant que possible, simplifier éventuellement les réglementations, parce que c'est pas toujours facile de faire entrer les jeunes dans les usines, les ouvrir. Et là, il faut travailler ensemble avec l'éducation nationale, l'industrie, tout le monde, les techniciens, et puis donner une visibilité, une perspective. On revient sur le long terme, un cap qu'on va pouvoir suivre. Et ça, c'est pas ou tout l'un ou tout l'autre, c'est tous ensemble, c'est mesurer l'importance de cela et y consacrer le temps et les ressources qui vont bien. Raphaël Schellenberger, sur ce sujet, donc de la cohérence. D'abord, sur la question, parce qu'on est un peu à cheval, sur le temps long, service public, le défi du changement climatique, on n'arrivera pas à le relever avec le dogme.
On a besoin, c'est un politique qui parle, là, donc je ne disqualifie pas le débat politique et la nécessité du débat politique et de perspectives de confrontation d'idées. Par contre, c'est pas parce que ça c'est nécessaire que c'est ça qui doit conduire aux moyens qu'on met en œuvre pour lutter contre le changement climatique. Et qu'il y ait des débats sur profit, pas profit, entreprise privée, service public, entreprise publique, enfin, c'est nécessaire et c'est sain. Mais il ne faut pas que ça nous empêche d'avancer sur l'urgence qui est celle de la lutte contre le changement climatique. Donc on aura besoin de Total, on aura besoin de Bouygues, on aura toujours le droit de débattre, de savoir si c'est mieux ou pas que la valeur ajoutée aille aux propriétaires du capital ou aille à l'État. C'est bien, c'est sain pour le débat public, ça pourra changer demain, peut-être ou pas, mais ce qui est important, c'est que chacun s'y mette pour lutter contre le changement climatique. Et on aura besoin, y compris des grandes majors privées, et de tous leurs moyens d'engineering, de force de travail, d'investissement pour lutter contre le changement climatique. Après, le succès de ces entreprises, que ce soit EDF, les entreprises publiques ou les autres entreprises de l'énergie, c'est leur capacité à attirer des ingénieurs, à attirer des chercheurs, à attirer de l'innovation, à attirer des techniciens, à attirer des ouvriers. Et ça, c'est compliqué pour tout le monde, à mon avis, aujourd'hui. Et dans ma génération, j'ai le sentiment que le rapport à la sécurité de l'emploi est très différent. Parce que le marché de l'emploi a complètement changé. Et qu'aujourd'hui, on a beaucoup plus de facilité à se sentir libre vis-à-vis de son employeur. Et on n'a plus la recherche du contrat sécurisant. Et je crois que c'est un vrai sujet dont il faut qu'on se saisisse dans le débat public, dans le débat politique, en disant mais comment on donne envie aux jeunes, quel que soit leur niveau de qualification, de s'engager dans le temps, dans l'entreprise. Parce que l'entreprise a besoin, et quand je parle de l'entreprise, ça peut être EDF, entreprise publique, comme une entreprise privée, mais a besoin de compétences, de travailleurs, de chercheurs qui s'engagent dans le temps et qui ne soient pas seulement volatiles pour chercher un intérêt personnel bien compris à un moment donné et passer à autre chose ensuite. On ne peut pas mener des grands programmes de réindustrialisation si on n'a pas et des cadres, et des techniciens, et des ouvriers qui s'engagent dans le temps. Et ça, c'est un vrai débat de société. Et c'est à nous, politiques, de nous en saisir. Et il y a une seconde chose, et là je crois que c'est aux industriels de s'en saisir, c'est de donner du sens. Donner du sens à ce qui est fait, parce que ça peut contribuer du sentiment d'engagement et de la fidélité dans le temps. Moi j'ai un exemple que j'aime bien donner. J'ai dans ma vallée la plus vieille usine chimique du monde. Elle a été encore en fonctionnement. Elle a plus de 200 ans. Elle a été autorisée par un décret de Napoléon. C'est pour l'anecdote. Mais c'est une anecdote qui démontre comment tout ça a changé dans le temps. Il y a 50 ans, je n'étais pas né. C'est une usine Seveso aujourd'hui. Une usine Seveso autour de laquelle la ville s'est construite. Usine Seveso en pleine ville. Il y a 60 ans, ce n'était pas un problème. La moitié de la ville travaillait à l'usine. Donc finalement, tout le monde savait ce qui s'y passait. Les conditions de sécurité et de sûreté n'étaient sûrement pas celles qu'elles sont aujourd'hui, mais c'était le gagne-pain, donc il n'y avait pas de discussion. La production a changé, le nombre de collaborateurs a diminué, l'évolution des techniques a fait que... Puis il y a 10 ans, cette usine, elle avait encore 200 collaborateurs dans une ville qui compte 8000 habitants. Elle est en plein milieu. Elle produisait du dioxyde de titane de spécialité. Je vous mets au défi de me dire à quoi sert le dioxyde de titane de spécialité. Et je me suis beaucoup chamaillé avec le dirigeant de l'industrie en disant mais punaise, ouvrez-vous. Vous avez un site Seveso en pleine ville
expliquez ce que vous faites, ouvrez-vous. Quand il y a une alarme incendie qui se déclenchait sur le site, c'est un site Seveso, donc on n'envoie pas n'importe quel pompier. Premier niveau d'intervention sur site, deuxième niveau d'intervention, l'unité des pompiers spécialisés, chimiques, qui venait de la ville-centre, mais sûrement pas la caserne de pompiers volontaires d'à côté, qui n'a pas la formation pour aller traiter des produits chimiques et dont le métier c'est d'aller faire de l'incendie d'habitation et du prompt secours. Mais quand l'alarme était déclenchée, parfois il y avait une erreur au SDIS, le camion pompier de la commune, il débarquait devant la porte en disant « Ah non, vous rentrez pas ». Et une espèce d'opacité, on ne comprenait pas ce qui s'y faisait. Et surtout, un rapport du territoire à l'usine qui a changé, puisqu'il n'y avait plus que 200 salariés, là où il y avait presque un zéro de plus quelques décennies avant. Conséquence, des pétitions qui commencent à naître, des fake news qui commencent à circuler. Ouais, si la vache dans le village là-bas, elle est devenue folle, c'est parce qu'elle a inhalé les fumées qui venaient de l'usine, etc. Bref, un avenir encore plus mis en danger par l'opinion publique locale. Et puis le dirigeant a changé. Et on a eu un nouveau chef d'industrie, une petite quarantaine d'années, connecté au monde, et qui comme première action, a expliqué ce qu'on faisait avec le dioxyde de titane de spécialité produit à Thann. Et qu'est-ce qu'on fait avec le dioxyde de titane de spécialité produit à Thann? On fait des produits qui permettent de capter des oxydes d'azote, on fait des produits qui permettent de stocker de l'énergie, on fait des produits qui permettent de dépolluer l'air et de dépolluer l'eau. Et quand on a commencé à expliquer ça, ben finalement on s'est rendu compte que c'était devenu acceptable et même nécessaire d'avoir une usine Seveso, parce que cette usine Seveso, elle contribue à améliorer la qualité de l'environnement. Et il y a un sentiment de fierté qui s'est de nouveau développé chez les salariés, parce qu'ils sont fiers de contribuer à la lutte pour la décarbonation, fiers de contribuer à l'amélioration de l'environnement. Et puis il a ouvert, il a fait des portes ouvertes. Les pompiers qui étaient interdits d'entrer sur site, il les a reçus, il leur a fait visiter, il leur a expliqué pourquoi ce n'est pas eux qui venaient. Bref, il a discuté, il a dialogué, il a expliqué. Aujourd'hui, cette entreprise, elle s'apprête à accueillir un des rares investissements mondiaux sur la plus petite unité de production du groupe que le groupe consent dans les années qui viennent. Pourquoi? Parce que c'est une usine qui a réussi à se connecter à son territoire. Comment? En donnant du sens à ce qu'ils font. Donc moi je suis convaincu que l'époque dans laquelle on est, c'est celle du sens, et il faut que l'industrie donne du sens à ce qu'elle fait, parce que ce que fait l'industrie, c'est améliorer notre quotidien, élever notre niveau de vie, partager, créer de la richesse dont on pourra ensuite débattre de comment on la partage, mais avant de la partager, il faut la créer. Et c'est ça la vocation de l'industrie, c'est une belle vocation, et je crois qu'il faut qu'on redonne aux jeunes Français la fierté d'être de futurs industriels. Merci Monsieur Schellenberger. Effectivement, ça c'est un vieux débat, c'est l'opposition entre l'industrie et l'écologie qu'on a souvent construite, qui fait partie aussi d'un manque de culture industrielle, mais pas que. Je pense que aussi c'est la place des salariés qui a été amenuisée, qui a été amoindrie dans dans ces entreprises-là, les conditions de travail et puis aussi les choix dans l'entreprise qui étaient où les salariés n'avaient pas voix à ces choix-là. J'aime bien souvent citer cet exemple-là, mais on est dans le débat parce que c'est l'énergie. C'est que les salariés de l'automobile, pendant longtemps, la CGT de l'automobile a défendu dans plusieurs grands groupes français la construction d'une petite voiture qui consomme 1 à 2 litres au 100. Ils avaient ça dans les cartons, bien avant que les think tanks en parlent et disent qu'il fallait alléger, etc. Qu'ont fait les grands groupes? Eh bien, les grands groupes ont fait le choix des SUV. Des SUV qui plombent le bilan carbone de la France pour 20-30 ans, parce que quand vous achetez un SUV actuellement, il sera là encore pendant 20 et 30 ans. Et donc, on n'oppose pas, nous, l'industrie à l'écologie. On veut l'articuler, mais si on écoutait un peu plus les salariés, il y a beaucoup de choses qui se feraient en anticipant aussi ces enjeux écologiques. Et si on avait écouté les salariés de l'automobile, on n'aurait peut-être pas tous ces SUV qui nous entourent et qui nous posent des problèmes. Alors, je reviens sur le débat
on était quand même dans le débat. Mais, Virginie, donc sur cette question donc de la cohérence du service public, des politiques publiques, qu'est-ce que vous en pensez à la CGT ? D'ailleurs, la première d'entre des politiques publiques, c'est de redonner des pouvoirs d'intervention aux salariés. Parce que, ils sont les garants pour l'opinion publique de la sécurité des installations. Alors, il y a effectivement une entreprise dans le pays qui a pu se développer en faisant valoir ce qu'elle fait. Mais aujourd'hui, les entreprises sont encore vécues et les industries, les usines à risque industriel sont encore vécues comme une contrainte pour la population. Donc, il faut renforcer cette expression démocratique et s'ouvrir beaucoup plus à la société civile. Nous partageons, mais ça passe par des droits renforcés et notamment des droits renforcés pour peser sur les stratégies d'entreprise. Ces choix aujourd'hui, ils sont décisifs. Et je vais revenir plus globalement sur les enjeux de réindustrialisation qui sont au cœur des annonces du président Macron. Mais pour autant, nous n'avons vérifié que des résultats marginaux en termes de réindustrialisation. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a que dans la bouche du président la baisse du coût du travail. C'est insupportable. Ce que nous vérifions, c'est que les cadeaux se multiplient en direction des entreprises qui versent des dividendes vers leurs actionnaires. Le montant des aides, nous l'avons estimé aujourd'hui entre 160 et 200 milliards, c'est presque un tiers du budget de l'État. La première des priorités, c'est de conditionnalité ces aides publiques à des garanties d'ailleurs d'efficacité, donc pour l'intérêt général, de réorienter vers l'emploi de qualité, parce qu'on parle beaucoup d'attractivité dans les filières industrielles, mais ça passe aussi par la fidélisation de son personnel, puisque les contraintes sont quand même importante dans les industries, dans tout le secteur. Il y a aussi à réfléchir à des parcours croisés, puisque quand vous arrivez, que vous avez 20-30 ans, que vous travaillez dans une condition pénible, vous ne pouvez pas envisager un parcours à 50, 55 ans, voire maintenant 64 ans. Donc ces questions-là aussi doivent être traitées. Je voulais rajouter que sur la formation initiale, Amar l'indiquait tout à l'heure, il y a aujourd'hui une réforme dans le lycée professionnel qui est extrêmement préjudiciable pour favoriser justement et développer les filières techniques que nous avons besoin, que ce soit des chaudronniers, on a beaucoup parlé de soudeurs, mais comment on amorce aussi dès le lycée professionnel des parcours dans l'industrie, ça nous paraît indispensable. Donc ça va à contresens de ce que nous proposons. Je voulais, puisqu'on est dans le stand de sciences et numérique, rappeler une chose qui me paraît fondamentale. Il n'existera pas d'industrie 2.0 sans industrie lourde. On a besoin, que ce soit pour les transports, pour faire des rails de fonderie, de sidérurgie. Donc ces questions-là, elles sont devant nous. On voit comment, depuis maintenant 20 ans, on a fermé ces grands bastions industriels. Peut-être que la classe ouvrière a dérangé autour de ces usines, mais il faut revenir à quelques fondamentaux si on veut réussir les défis climatiques. Parce que relocaliser les productions manufacturières, on l'a vérifié pendant la crise du Covid, c'est d'abord un enjeu de justice sociale, mais aussi de justice climatique. Si on veut réduire l'empreinte carbone, il faut produire en France et arrêter de faire traverser les matières premières, alors les matières premières, les importer, mais traverser les produits manufacturés d'un bout à l'autre du monde. Je voulais simplement revenir sur une question concernant la formation et qui nous tient à cœur dans mon secteur. C'est il faut réouvrir les écoles des métiers. Dans les années 80, à EDF, nous avions des instituts qui étaient en pointe, qui dispensaient des formations techniques, mais j'allais dire aussi politiques, au sens noble, parce qu'elles permettaient de transposer les valeurs du service public. Ça a permis à la fois de former de très bons techniciens, mais surtout, ça a permis de valoriser les parcours, et c'était la promesse d'un ascenseur social. On pouvait rentrer ouvrier et on finissait ingénieur, donc c'était très innovant à l'époque et ça l'est toujours. Nous pensons que les écoles métiers nouvelles sont encore à créer et à recréer.
Merci. Merci Virginie. J'ajoute que sur l'attractivité de la filière, effectivement, il y a la filière actuelle et il faut que l'industrie, d'abord, ça paye bien, il y a de bons salaires, mais c'est aussi parce qu'il y a eu des luttes qui ont fait que ça paye bien, même si aujourd'hui il y a un tel besoin que on essaye d'attirer les jeunes avec les salaires, mais c'est aussi donner de la perspective. C'est vrai que donner un programme de 30 ans de chantier du nucléaire, eh bien, on a plus d'étudiants en école d'ingénieurs qui s'orientent dans ces filières-là. Moi-même, dans mon IUT à Rennes, j'essaye de faire grandir l'idée qu'en génie civil, qui est un gros sujet pour le nucléaire, mais pas que pour le nucléaire, aussi pour le déploiement d'un parc éolien massif, c'est vraiment du génie civil. Et dans notre IUT, on aura deux grandes options, enfin on aura deux grands morceaux en horaire, de grands modules sur à la fois la connaissance du nucléaire, de la filière du nucléaire, de la filière des énergies renouvelables. Mais au-delà de ça, je pense que pour donner de la modernité, c'est aussi le nucléaire de l'après, les surgénérateurs. Et c'est vrai que la fermeture, l'abandon du programme Astrid, et je tiens à saluer André Chassaigne, et avec l'aide aussi d'Yves Bréchet, de Monsieur Tanoudji aussi, qui ont interpellé l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et techniques et qui l'ont saisi pour cette question de l'abandon de la filière Astrid. Ils ont été à l'origine de ce travail et ce travail-là a beaucoup contribué aussi à éclairer de nouveau les enjeux autour de la filière nucléaire. Et je pense que c'est aussi ça, c'est penser l'après, c'est-à-dire les surgénérateurs, et puis peut-être ITER, mais ITER c'est plutôt peut-être la fin du 21e siècle, voire le siècle prochain, et ça passe aussi par ça. Alors, je voudrais redire, donc effectivement, l'articulation entre les enjeux environnementaux, les enjeux industriels, les enjeux scientifiques, on est au cœur de la revue, et la question de l'empreinte carbone, elle est très importante. Donc elle pose la question de la réindustrialisation, produire plus chez nous, autrement, peut-être avec des nouveaux besoins, avec les nouvelles problématiques. Donc c'est l'objet de notre plan climat qu'on va présenter le 6 novembre, mais c'est vraiment au cœur aussi des travaux de la revue progressiste qui a fait des dossiers entiers, parce que nous, notre analyse, quand on a lancé la revue, c'est qu'à gauche, on avait un problème de culture industrielle, c'est-à-dire retrouver chez les militants une meilleure compréhension de l'industrie, et mieux la comprendre, c'est mieux la défendre, et mieux la défendre, c'est-à-dire y compris en anticipant ces transformations, pour répondre aux nouveaux défis, et que la jeunesse a bien intégré, le défi climatique, mais aussi les défis des pollutions, etc. Et je pense que si on arrive à faire grandir simplement cette idée à gauche qu'il faut arrêter avec cette caricature de l'industrie contre l'écologie, mais de travailler cette question en profondeur, d'écouter les salariés, parce qu'à gauche, on dit souvent, on veut pousser la démocratie très loin. On veut écouter les salariés, on veut pas d'une démocratie technocratique, tout vient d'en haut, etc. Mais la première des choses à faire à gauche, c'est quand même aussi d'écouter les salariés de l'énergie, les salariés des filières industrielles qui ont une expertise et qui peuvent nous aider dans nos programmes politiques. Alors au Parti communiste, on est plutôt bien de ce côté-là, mais on est un peu les seuls des fois sur un tas de sujets. On a été longtemps les seuls à gauche à défendre la filière nucléaire aux côtés des énergies renouvelables. On n'a jamais été contre les énergies renouvelables. C'est pas parce qu'on a défendu la filière nucléaire qu'on était contre les énergies renouvelables. Par contre, on était critique par sa forme de développement, c'est-à-dire un développement où on sécurise les profits d'entreprises qui investissaient pratiquement rien, et puis avec un défaut de filière publique, de filière industrielle maîtrisée à l'échelle française ou européenne. On aimerait, nous, à l'occasion de ces élections européennes, faire grandir l'idée qu'il nous faut reconstruire une grande filière
du solaire, du photovoltaïque, une grande filière de l'éolien, une grande filière du stockage de l'énergie, mais aussi, pour pousser plus loin le débat sur l'énergie, tous les pays vont devoir produire massivement, installer massivement des pompes à chaleur. En France, on a quelque chose comme 20 millions de pompes à chaleur, 20 à 30 millions de pompes à chaleur qu'il faudra installer dans les logements. Ces pompes à chaleur, elles sont toutes produites en Asie pratiquement. Les composants essentiels technologiques de pointe, ils sont produits en Asie. Alors, et c'est vrai pour la France, pour l'Italie, pour l'Espagne. Est-ce qu'on ne peut pas s'entendre pour construire un Airbus de la pompe à chaleur, puisqu'on va devoir en produire, on va devoir en installer des centaines de millions. Donc c'est vrai que la question énergétique, elle est beaucoup plus large que juste le nucléaire, mais les énergies renouvelables, la production, il y a la question du stockage, il y a la question des moyens de chauffage, il y a la question de la mobilité, et donc c'est tous ces enjeux-là, et je pense que pour faire tout ça, on aura besoin d'industrie, mais une nouvelle industrie, et j'aime pas trop le mot réindustrialisation. Parce que réindustrialisation, on se dit il faut refaire l'industrie d'avant. Non, c'est vraiment une nouvelle industrie, une renaissance industrielle qu'il faudrait. Et au Parti communiste, on s'est toujours battu là-dessus. Alors aujourd'hui, sur la question du nucléaire, les lignes ont bougé. Donc nous, au Parti, on se sent mieux, c'est vrai, dans les débats, parce que on a eu raison pendant des décennies à contre-courant, et aujourd'hui, y compris les électorats les plus écolos, majoritairement, ils bougent, ils sont plutôt pour le nucléaire, majoritairement. Je fais le pari que dans 5-10 ans, y compris ces partis-là, rejoindront l'idée qu'il faut du nucléaire, parce qu'on voit bien qu'en Allemagne, ça bouge aussi, c'est les contraintes géopolitiques aussi qui ont beaucoup fait, et puis la réalité, des réalités physiques et technologiques, c'est-à-dire le rêve de se dire qu'on va se passer complètement d'énergie pilotable décarbonée. En Allemagne, ils commencent à en revenir, c'est-à-dire ils se posent des questions. Et donc, et tout ça, je pense que le Parti communiste a joué un grand rôle dans le débat public. La CGT aussi, les organisations de salariés ont joué un grand rôle dans le débat public. Et on n'en est plus à des débats d'il y a 10 ans où c'était très très difficile sur ces questions-là. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour des sujets. Alors on continuera avec le plan Empreinte 2050 qu'on va présenter le 6 novembre avec Fabien Roussel, donc le plan du PCF. On va continuer cette réflexion après le 6 novembre en ponctuant de débats, de rencontres autour du plan du PCF Empreinte 2050. Alors on va travailler vraiment précisément aussi bien sur le logement, sur le transport, sur l'industrie, sur l'agriculture, sur nos modes de consommation, sur l'économie circulaire, et aussi en coopération avec l'international. Et donc le 6 novembre, ce n'est pas un point d'arrivée, c'est vraiment un point de départ, et le Parti communiste vraiment va engager cette réflexion, va continuer le débat sur ces sujets-là. Alors je voudrais remercier de nouveau nos débatteurs, donc Raphaël Schellenberger qui est venu à la fête de l'UMA. On est vraiment très content de débattre avec des députés dans l'arc républicain, dans l'arc républicain, et vraiment on peut le remercier. Merci à vous. Voilà. Et un grand merci aussi à Bernard Fontana qui a accepté ce jeu de questions-réponses et de débat à la fête de l'UMA, et à Virginie Neumayer pour ce débat-là, mais pour tout le travail que fait la CGT depuis des années sur ces questions énergétiques. Vraiment, on voudrait les remercier. Merci beaucoup, et à un prochain débat, on en fera encore d'autres, et vous serez... Et au 6 novembre, pour la présentation du plan climat Empreinte 2050 du PCF.